Bonjour YouTube. On va parler aujourd'hui d'un handicap que peu de personnes connaissent réellement, mais qu'on connaît surtout grâce au film Forrest Gump et à la série The Big Bang Theory. Il s'agit bien sûr de l'autisme. Comme je disais avant le générique, nous allons parler de l'autisme aujourd'hui. Je trouve que ce handicap-là a une connotation très péjorative de nos jours, et malheureusement, c'est le cas. Personne connaît cet handicap malheureusement, ou très peu de gens la connaissent. Donc du coup, cette vidéo risque d'être très longue. Je m'excuse par avance parce que il faut bien comprendre ce que c'est l'autisme pour pouvoir l'intégrer et ne plus avoir de préjugés sur cet handicap-là. Il nous faut définir ce que c'est l'autisme. L'autisme, en fait, c'est un trouble neurodéveloppemental complexe, c'est-à-dire un retard du développement neuronal ou plus particulièrement du cerveau. L'autisme est causé par un dysfonctionnement neurobiologique qui affecte les compétences de communication et les interactions sociales. Quand on parle de troubles de développement, en fait, c'est simple, on parle de pathologie, c'est-à-dire que ça survient pendant les 3 premières années de la vie d'un enfant. On parle aussi de retard. Le retard, en fait, c'est-à-dire que ça survient à tous les niveaux de développement et de tous ces aspects de l'âge de la personne, que ce soit une personne enfant ou une personne adulte. Maintenant qu'on a bien défini ce que c'était l'autisme en tant que tel, on va parler des symptômes. Mais on va pas parler de symptômes en tant que tels, parce que c'est souvent des signes cognitifs. Donc on va parler de grands thèmes. En premier, on va parler de la communication. Dans 50% des cas, le langage est absent ou réduit à quelques mots et la compréhension est très faible. Certains autistes vont avoir une bonne compréhension mais de très faibles capacités d'expression et donc du coup le langage est réduit à certains mots, quelques mots. Certains enfants autistes vont parler tardivement, vers 4 ans environ, et ils vont acquérir un bon langage, mais ce dernier a souvent des informations peu appropriées. D'autres ont acquis un bon langage, mais cette compétence n'est pas utilisée pour communiquer et se limite seulement à des discours stéréotypés et des répétitions. Comme par exemple le dialogue entendu dans des dessins animés. Bim bam boum ou glou 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 pour dire j'ai soif. Et ils ne cherchent pas à jouer avec les autres. Ils ne sont pas solitaires mais plutôt indifférents. Après la communication, il y a les interactions sociales. L'absence de sourire en réponse est souvent le premier indice que le bébé a un problème. Ce symptôme est très précoce du coup. Puis les proches peuvent constater que le bébé ne répond pas aux sollicitations de son entourage. Donc les enfants autistes ont des difficultés à entrer en relation avec les autres et les enfants du même âge. Ils sont incapables d'engager ou de soutenir une conversation, même s'ils sont verbaux. Contrairement à certaines croyances, les enfants autistes sont capables d'affection, mais de façon particulière, c'est-à-dire sans réciprocité. Je recommence, réciprocité. Pardon, excusez-moi. Mais tout ce qui doit constituer les interactions sociales, telles que les émotions partagées, deviner ce que d'autres pensent, sont déficitaires. C'est-à-dire qu'il y a un petit souci quand même. On a aussi des troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Donc ça donne plusieurs formes. Donc en premier, on a l'attention. Donc certains enfants ont des capacités d'attention très restreintes, donc de quelques secondes, alors que d'autres ont une concentration plus élevée, suivant ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Mais du coup, pour ceux qui ont une attention réduite, ça entrave toute démarche éducative. L'attention conjointe est donc difficilement tenue. On va voir l'activité aussi. D'autres personnes peuvent passer de très longs moments
à faire une activité qui les intéresse, mais ils sont incapables de faire l'activité qu'on leur propose pendant plusieurs minutes. Et enfin, on va voir leur comportement. Donc on observe également des enfants qui présentent une agitation continuelle. Donc ils déambulent, ils font tourner les objets, par exemple cette télécommande, ils escaladent ou ils courent tout simplement sans but, comme par exemple Forrest Gump dans le film. Et donc du coup, ils peuvent aussi piquer des colères noires si on leur propose de changer d'activité. On peut aussi observer chez les personnes atteintes d'autisme un retard mental. Donc il est présent dans 75% des cas, mais ce chiffre est actuellement contesté en raison de nombreux cas où le diagnostic de l'autisme n'a pas été posé, notamment chez les enfants ou des adultes atteints d'un syndrome d'Asperger ou d'Asperger selon les personnes, ou autistes de haut niveau, avec des compétences cognitives normales et des bizarreries du comportement et un repli social. Donc les retards ou l'anomalie du développement psychomoteur sont fréquents, y compris dans le syndrome d'Asperger. C'est la forme la plus connue de l'autisme. On va retrouver aussi des troubles dans le nourrissement, c'est-à-dire que la personne autiste va avoir du mal à passer de la nourriture solide à l'âge qui est préindiqué. En général, dans une personne normale, c'est tout début de la vie. Alors que là, ça va être plus compliqué, ça peut aller jusqu'à 7 ou 8 ans, voire plus. Et on observe également chez certains enfants, en fait, qui sont atteints d'autisme, une répulsion pour certaines textures ou couleurs d'aliments. Par exemple, ils veulent pas de trucs orange, donc du coup, ils veulent pas boire du jus d'orange. C'est un exemple débile, mais que tout le monde peut comprendre. Et enfin, on peut retrouver dans ces troubles du nourrissement les habitudes mono-alimentaires. Donc, il y a certaines personnes atteintes d'autisme qui vont vouloir manger que du chocolat, et du coup, ils vont manger que du chocolat et ils ne voudront pas autre chose. On va retrouver aussi chez les personnes atteintes d'autisme des troubles du sommeil. Donc, ils sont fréquents surtout dans la petite enfance, mais ils peuvent persister jusqu'à l'adolescence, 14-15 ans. On peut observer différents troubles dans le trouble du sommeil, des troubles dans l'endormissement, un faible besoin de dormir, ou alors un éveil fréquent pendant la nuit, comme les enfants. Maintenant qu'on a développé tous les symptômes ou tous les thèmes qu'on peut retrouver chez une personne autiste, on va parler des signaux d'alerte. Comment on peut définir qu'une personne est-il autiste ou non? Donc si le bébé qui a 18 mois est incapable de chercher à parler ou à répéter des mots, comprendre de nouveaux mots, répondre à des questions simples par oui ou non, le nom doit être mis en place en général à partir de 24 mois. On va chercher aussi s'il peut marcher seul ou non. Est-ce qu'il peut montrer ses émotions, peur, colère ou joie? Est-ce qu'il peut s'intéresser à des images ou de la télé par exemple? Est-ce qu'il sait se reconnaître dans un miroir? Et est-ce qu'il cherche à se nourrir? Si il a un ou plusieurs de ces symptômes, on peut peut-être avoir un signal d'alerte comme quoi il peut avoir l'autisme en soi. Comme je disais, si on perçoit un ou plusieurs de ces signaux d'alerte, il faut alors consulter un médecin, mais par contre cela ne signifie pas pour autant qu'il est autiste, mais il faut avoir une surveillance là-dessus. Maintenant, on va savoir comment se passe le diagnostic pour savoir si un enfant est autiste ou non. Donc, le diagnostic, en fait, il repose sur plusieurs faits. On va d'abord avoir des observations relatives au comportement de l'enfant en fonction de son âge, sur des entretiens avec les parents pour savoir si l'enfant a un développement normal ou non, pour rechercher des comportements typiques et des symptômes d'un autiste, et pour savoir si il y a des symptômes qui peuvent coexister avec la personne en tant que telle, donc pour savoir si la personne est autiste. Et enfin, on va faire une série de bilans en relation avec les observations qui sont des faits. Parmi ces examens ou ces bilans, il est indispensable de faire des évaluations.
Donc on va d'abord faire un bilan neuropsychologique pour apprécier les compétences cognitives, donc tout ce qui est la mémoire ou l'attention, la compréhension, tout ça. Hein, c'est pas que ça, mais il faut savoir qu'il y a ça dedans. En fait, ensuite, on va faire un bilan des compétences de communication. Donc compréhension, expression, mimique, gestualité, communicative. Et ensuite, on fera un bilan des capacités de jeu avec des enfants de son âge, pour savoir comment il réagit pour les liens sociaux. Et comme je disais, il va y avoir aussi, on va regarder s'il y a une présence d'activités stéréotypées de l'enfant. Maintenant qu'on a défini l'autisme et qu'on l'a à peu près compris dans sa globalité, il faut savoir qu'il existe 3 sortes d'autisme. Donc le syndrome d'Asperger qui est le plus connu, mais il y a aussi le syndrome de Rett et les troubles désintégratifs de l'enfance. Je pense qu'on va arrêter cette vidéo ici parce que sinon je vais vous perdre, ça va être trop long pour vous. Déjà que là il faut bien comprendre, c'est un peu compliqué. Donc je vais faire une série de vidéos qui va parler de ces autismes-là en détail. Donc en tout cas, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous remercie. Je vous félicite aussi parce que c'est compliqué. Et si vous avez des suggestions de vidéos, des questions ou tout simplement des témoignages, vous pouvez les mettre en commentaire de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner aussi, ça ne mange pas de pain. Et bien sûr, je reste à disposition par mail à l'adresse mail qui est dans la description. Je vous remercie et je vous dis à bientôt YouTube.